Bon, ok, oui, je l'avoue, j'ai encore acheté des jeux ce mois-ci, mais ce mois-ci, il faut avouer que j'ai été vraiment raisonnable. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce segment What's in the Box, segment vidéo dans lequel le concept est assez simple. Je vous présente mes dernières réceptions de jeux de société et de tout produit connexes, c'est-à-dire des produits de près ou de loin en lien avec le jeu de société. C'est maintenant que je vous les présente. Et mon dernier What's in the Box remonte à la mi-octobre. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les derniers jeux, j'espère que j'en ai pas oublié, que j'ai reçus entre-temps. Il y en a quelques-uns parmi ceux-ci, deux je crois, que je vous ai déjà présentés sur la chaîne. J'avais trop hâte de vous en parler. C'était des jeux qui avaient attiré mon attention et que j'avais hâte de découvrir par moi-même. Donc je vous ai déjà fait des vidéos de présentation sur ces deux titres-là. Et comme vous l'avez constaté dans l'introduction, eh bien j'ai deux grosses boîtes aujourd'hui à vous présenter. Par souci de je manque de place, j'ai gardé une boîte ici à l'écran, j'ai mis l'autre temporairement de côté. On va y revenir. Donc ça ici, pour la plupart, ce sont les jeux que j'ai reçus depuis peut-être un mois. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que vous aimez ça, les segments What's in the Box? J'essaie de faire ça de façon presque mensuel et vous semblez apprécier ce segment. Alors pour le signifier, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut, à me laisser des commentaires également sur les jeux que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors si vous avez déjà laissé votre pouce vers le haut, on peut immédiatement plonger dans la première boîte. D'ailleurs, je vais commencer par vous parler de ceci, ce petit magazine. En fait, c'est une espèce de pas de promotion, mais de petite attention particulière que notre boutique partenaire a décidé de lancer pour l'automne 2019. Alors, je ne sais pas par contre s'il l'envoie dans toutes les commandes postales, mais je sais que c'est un magazine de 20 pages dans lequel on va par exemple présenter plusieurs informations. Ça commence avec l'historique de la boutique, les différentes succursales où on peut les trouver, qu'est-ce qu'on y retrouve, les propriétaires, comment ça a commencé, mais également plein d'informations sur les cartes, ne serait-ce que les cartes en lien avec le sport, les cartes à collectionner, les jeux de société, les jeux familiaux, les jeux pour enfants, les jeux coopératifs, les jeux en famille, les jeux de fin de soirée, les jeux pour experts, des trucs pour initier les débutants à jouer aux jeux de société, les incontournables. On a des quiz également, des informations sur les comptes privilèges. Alors, une belle intention quand même, remplie d'informations très pertinentes. Quand j'ai mis la main là-dessus, je me suis mis à la feuilleter. Bien intéressant. Alors, une belle attention pour les commandes en ligne. Probablement que le magazine est également disponible directement en boutique physique sur place. Maintenant, je continue à vous parler du contenu de cette boîte. Je vais commencer par les jeux dont je vous ai déjà parlé. Le premier, c'est Valley of the Kings, un jeu de deck building, un deck builder mais c'est un peu comme un deck builder, mais en fait, on pourrait également le qualifier de deck deconstructor. C'est une construction de paquets de cartes, mais en même temps, il y a un aspect de déconstruction de notre paquet. Ce que je veux dire, et j'en parlerai pas en long et en large parce que vous irez voir ma vidéo de la présentation de ce jeu où je vous en parle davantage, mais tout simplement pour vous donner un aperçu. Pendant la plupart du jeu, on va se construire un paquet de cartes en les récupérant d'une espèce de pyramide qui sera devant nous. Et ces cartes-là vont s'ajouter à notre défausse. C'est comme dans tout bon deck builder. Une fois qu'on n'a plus de cartes dans notre pioche, on mélange notre défausse au complet. On continue de jouer. Les cartes qu'on va avoir récupérées vont nous donner des pouvoirs, des occasions de faire des points à la fin de la partie, de récupérer des cartes plus puissantes. Mais au terme de la partie, si on fait seulement que récupérer des cartes comme ça, on ne fait
fait aucun point. Parce que pour faire des points, on doit éventuellement sacrifier des cartes dans notre deck pour les mettre dans notre tombeau. Et au terme de la partie, on va faire des points selon certaines circonstances, les différentes catégories de cartes qu'on va avoir mis dans notre tombeau, mais il y a bien évidemment des restrictions et il y a tout cet aspect également de timing, parce que cette carte-là, je pourrais l'utiliser probablement encore quelques tours, puis utiliser son habilité spéciale qui est vraiment forte. Mais en même temps, il ne faut pas trop que je retarde parce que cette carte-là, au terme de la partie, elle pourrait me donner beaucoup de points si je l'envoie dans le tombeau. Mais si je l'envoie dans le tombeau, je ne peux pas l'utiliser. Alors, vraiment un jeu intéressant. En plus, dans la nouvelle boîte, dans l'édition Premium, on a les deux extensions qui sont incluses. On a la version Premium, donc parce que la qualité du jeu a été rehaussée depuis la première édition qui tenait dans une toute petite boîte pas très attrayante. Alors, Valley of the Kings. J'ai également reçu Pipeline, dont je vous ai parlé dans une vidéo de présentation, un jeu dans lequel on se plonge dans la peau d'un haut dirigeant d'une compagnie pétrolière et on doit donc gérer la demande et l'offre du pétrole, on doit gérer donc l'arrivée de ce pétrole à travers les différents tuyaux. Un jeu de gestion assez complexe, mais ce qui m'a le plus étonné, et vous irez voir ma vidéo de présentation pour m'entendre en parler davantage et vous le montrer, c'est le livret de règles. Les règles tiennent en, je crois, 4 à 6 pages d'informations. Alors c'est un jeu qui est assez complexe, mais assez simple dans sa mise en application et plutôt profond et complexe dans ses subtilités. Alors j'ai pas eu l'occasion encore d'y jouer, contrairement à Valley of the Kings, mais je suis très curieux. D'abord, c'est vrai, il faut que je précise, c'est une habitude que j'essaie de prendre et je l'oublie toujours, de préciser le nombre de joueurs auxquels ces jeux-là se jouent. Alors, Valley of the Kings est un jeu qui peut se jouer de 1 à 6 joueurs. On a ajouté une variante en solitaire et même que je crois qu'il y a 2 modes en solitaire dans lesquels on peut jouer, alors que Pipeline est un jeu pour 2 à 4 joueurs. On continue notre exploration avec, tiens, un jeu qui a fait pas mal jaser, c'est le jeu Paladins of the West Kingdom, les paladins du royaume de l'Ouest. Alors ça aussi, je vous en ai fait la présentation sur la chaîne, présentation sommaire, mais je vous ai également fait une vidéo complète des règles à votre demande. Je crois que c'était suite justement à ma présentation du jeu, parce que ça fait déjà depuis quelques semaines que j'ai mis la main là-dessus dans notre boutique partenaire, la boutique L'Imaginaire, qui avait reçu les copies en anglais par contre. Alors j'ai mis le grappin là-dessus assez rapidement. J'ai eu l'occasion d'y jouer quelques fois. Vraiment un excellent jeu dans la même veine que les pillards de la mer du Nord, les explorateurs de la mer du Nord, architectes du royaume de l'Ouest et les autres titres dans cette collection. Alors vraiment excellent. Si vous voulez m'entendre davantage en parler, vous irez voir ma vidéo de présentation du jeu. Si ce sont surtout les règles complètes qui vous intéressent, vous irez voir la vidéo correspondante. On continue avec un jeu auquel je n'ai pas eu la chance encore de jouer, mais qui avait quand même piqué ma curiosité. C'est Century, un nouveau monde. Alors, Century est une série qui pique toujours un peu ma curiosité. À chaque fois qu'un nouvel opus ou une nouvelle boîte est proposée. J'avais pas vraiment accroché au premier Century. J'avais trouvé ça très simple. C'est élégant par contre. Quand c'est simple comme ça, très facile d'accès, rapide aussi, très simple à expliquer, mettre en application, mais il manquait quelque chose là, pour que ça me plaise vraiment. Et je crois que Un Nouveau Monde, qui est donc le 3e titre dans cette série, a ce petit quelque chose qu'il me manquait dans le premier jeu. Alors j'ai bien hâte de voir quelque chose qui m'a surpris quand j'ai ouvert la boîte pour la première fois, c'est qu'il n'y a aucun livret de règles. Les livrets de règles, et je peux peut-être vous le montrer, les livrets de règles sont des aides-mémoire géants. Alors, je vais essayer de vous montrer ça si je suis capable d'ouvrir la boîte. Voici les livrets de règles. Alors, on a une page ici
plastifié, on a la mise en place et les règles de l'autre côté avec les circonstances de fin de partie. On a une autre page comme ça avec annexe, mais c'est pas tout parce qu'on a un autre aide-mémoire comme ceci. Si on veut mélanger, parce que c'est une possibilité avec la série Century, on peut décider de jouer une espèce de grosse méga partie épique en mélangeant tous les jeux ensemble pour n'en former qu'un seul. Alors ici, on a l'aide-mémoire ou le livret de règles. Si on décide de jumeler Century, le jeu de base, et un nouveau monde. Ici, on a l'aide-mémoire ou le livret de règles si on décide de jumeler un nouveau monde et Merveille orientale. Si on décide de jouer avec les trois. Et là, on a la même chose en anglais. Alors, ça m'a quand même vraiment surpris. J'ai même mis de côté ces feuillets-là lorsque j'ai ouvert la boîte, puis je cherchais le livret de règles. Alors, quand même assez surprenant. J'avais jamais vu ça, des livrets de règles sous forme d'aide-mémoire, feuilles plastifiées comme ça. Mais j'ai hâte de voir quand même. Donc, si vous avez eu l'occasion de jouer à Century, un nouveau monde, laissez-moi vos commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire. Est-ce que c'est le meilleur selon vous de la série? Sinon, c'est lequel? Avez-vous eu l'occasion d'y jouer là, dans une configuration avec tous les modules, tous les jeux ensemble? À quoi ça ressemblait? Combien de temps ça a pris? Écrivez-moi votre retour là-dessus sur votre expérience sous la vidéo. On continue avec quelque chose qui est entre le jeu de société et de la lecture. Et ça, c'est deux choses qui m'intéressent beaucoup. Moi, avant de plonger dans les jeux de société, lorsque j'étais au secondaire, adolescent, j'étais un grand lecteur. Et j'aimais beaucoup les livres dont vous êtes le héros. Se plonger dans une aventure comme ça. Et depuis le temps, eh bien, j'ai découvert l'univers du jeu de société, ça accapare tout mon temps. Et grâce à un de mes amis, il y a de cela peut-être 1 an ou plus, j'avais découvert une série de livres qui jumellent bien les livres dont vous êtes le héros avec l'aspect de jeu de société. Et j'étais curieux, mais j'avais jamais eu l'occasion ou le déclic de me les procurer. Je vous parle de la série Graphic Novel. Et ici, j'ai les livres en anglais. Vous devez savoir que ces livres-là, cette série, elle est disponible en français pour l'instant seulement en Europe. Par contre, en 2020, normalement, ces livres-là et le reste de la série en français devraient débarquer ici au Québec, au Canada. Alors ne perdons pas espoir. Si vous voulez y avoir accès en français, ça ne saurait tarder. Par contre, vous devez savoir, chers Européens, que les livres sont déjà disponibles pour vous en français dans votre patrie. Et pour nous, eh bien, on doit se contenter des versions anglaises. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça fonctionne? Eh bien, on a 4 différents titres. Pour l'instant, j'en ai terminé 2 déjà. J'ai terminé Loup-garou, j'ai terminé Sherlock Holmes, les 4 investigations. Je suis en train de lire Captive et il me restera Your Town comme dessert pour la fin. Comment ça fonctionne? Eh bien, on est vraiment dans un livre un peu dont vous êtes le héros, mais ce qui est particulier, c'est que ce sont des bande dessinée. Alors, on a vraiment l'aspect de bande dessinée et l'aspect de livre dont vous êtes le héros. Vous allez commencer au chapitre 1 et vous allez faire des choix qui vont peut-être vous faire mourir, peut-être vous blesser, peut-être changer votre perspective, vous donner des informations sur ce qui se trame. Et chaque livre, et c'est ce qui est intéressant, a vraiment une approche différente. Dans Loup-garou, on a vraiment un système de jeu où est-ce qu'on doit construire notre personnage. On a une espèce d'arbre de capacité qu'on peut débloquer et je vous cacherai rien, mais on incarne un loup-garou ici. On est dans le loup-garou dans cette histoire-là. On va pouvoir améliorer notre personnage. Il y a tout plein de gestion, du combat à gérer. Super intéressant. Alors que dans Sherlock Holmes, c'est totalement différent. Ici, on va avoir 4 enquêtes. On devra essayer de collecter des informations, interroger des personnes, essayer de résoudre chacune d'entre elles et le dénouement va nous être seulement révélé au terme du livre, une fois qu'on aura terminé les 4 enquêtes. Dans Captive, totalement différent encore une fois, on doit retrouver notre fille qui a été enlevée. On est vraiment dans un univers qui est plus glauque, qui est plus macabre, qui est plus violent aussi. On devra
pourra gérer un inventaire des objets, des informations, un labyrinthe d'informations. Et pour ce qui est de Your Town, eh bien, je ne l'ai pas lu encore, mais je sais qu'il y a une gestion de combat à la cowboy assez particulière. Il y a aussi un aspect de construction d'une ville. Alors, on a une espèce de grillage juste ici avec un territoire dans lequel on pourra construire notre ville. Alors oui, il est possible d'écrire dans ces livres-là. Moi, par contre, ce que j'ai fait, c'est tout simplement de photocopier les fiches de personnages ou tout ça pour pouvoir prendre mes propres notes et garder mes livres intacts. Alors, j'ai bien hâte de vous faire la critique de ces livres-là. Une fois que j'aurai terminé la série au complet, les 4 titres, je vais vous en reparler. Je vais clairement faire une vidéo expressivement pour ceux-ci. Alors maintenant, laissez-moi faire un peu de place. J'amène l'autre grosse boîte sur la table. On poursuit avec cette grosse boîte qui, honnêtement, doit peser plus que moi. On commence avec un jeu que probablement tout le monde sait que j'ai reçu dernièrement. Cloudspire. Alors, j'ai seulement le couvercle ici, là, sinon oubliez ça, je lancerai jamais la boîte comme ça. Donc, Cloudspire, j'ai dit presque tout ce que j'avais à dire sur ce jeu-là. Je vous ai fait une présentation du jeu. J'en ai parlé dans un coin neuf. Je vous ai fait une session de jeu en solitaire. Je vous ai fait la critique du jeu après 10 parties. Alors, si vous ne connaissez pas encore Cloudspire, c'est le temps pour vous de le découvrir. Allez voir les vidéos que j'ai faites qui en parlent. C'est probablement ma plus grosse découverte de l'année 2019 jusqu'à présent. J'ai reçu donc le jeu de base et son extension également, bien que j'ai déballé et que j'ai installé dans la boîte du jeu de base. J'ai pas du tout exploré encore son contenu. Je sais qu'on ajoute des jetons supplémentaires, des tuiles supplémentaires, un nouveau mode de jeu également, des nouvelles cartes, mais vraiment, pour l'instant, je me suis dit que j'allais me consacrer sur le jeu de base qui est amplement, pour l'instant, même après 10 parties, avant de commencer à explorer l'extension. Alors, Cloudspire et son extension The Portal Seekers qu'on va mettre juste ici, mais je crois qu'on va bientôt, très rapidement, manquer de place parce que, morbleu, on a des gros jeux ce mois-ci. Je continue avec, tiens, on va prendre la plus petite boîte du lot. Il s'agit de Parks. Parks, un jeu que j'ai reçu le mois dernier. Vraiment mignon comme jeu. Les composantes à l'intérieur sont incroyables. David, le professeur Board Game, nous a fait une vidéo où il explique les règles vraiment très très bien. J'avais jeté un œil aussi. Vous irez voir ça d'ailleurs. Et on est vraiment dans le mécanisme un peu à la Tokaido. On a une piste qui représente ici différents parcs ou une escapade en forêt, une randonnée en forêt. Et on va tout simplement choisir l'un de nos deux randonneurs et on va le faire avancer sur n'importe quelle case libre de la piste et on va résoudre l'action qui est là. Le jeu est très très simple, peut-être même un peu trop simple pour moi, mais j'ai hâte d'y rejouer quand même. Très intéressant, très très beau quand même aussi. Parks, c'est vrai, je dois vous préciser que Cloudspire est un jeu pour 1 à 4 joueurs et que Parks est un jeu pour 1 à 5 joueurs. On continue, tiens, avec le prochain, un jeu que probablement tous les youtubeurs ludiques ont déjà en leur possession depuis un bon moment et moi, c'est aujourd'hui que je le reçois. Il s'agit de Marvel Champions. Alors, le nouveau jeu de cartes de Fantasy Flight Games pour 1 à 4 joueurs, si je ne me trompe pas. 1 à 4 joueurs d'une durée approximative de 45 à 90 minutes, tout dépendant du nombre de joueurs autour de la table. Et selon ce que je me suis fait dire, à 4 joueurs, ça peut être assez long. On parle de plus longtemps que 90 minutes, mais vraiment une thématique qui m'intéresse. La thématique de Marvel, les super-héros, un aspect asymétrique aussi. Chaque paquet, on a des paquets qui sont déjà préconstitués, préconstruits, qui vont avoir une asymétrie si on veut. Il y a toujours la possibilité par contre de jouer et de fabriquer
fabriquer notre propre paquet de cartes. C'est sûr que pour l'instant, le jeu de base vient de sortir. Alors, on n'a pas une tonne de contenu encore. D'ailleurs, je dirais que plus de la moitié de cette boîte est vide pour l'instant, même si je viens de la recevoir, parce que, eh bien, toutes les extensions qu'on va pouvoir ajouter, nous allons pouvoir les ranger dans cette boîte. On a prévu le coup en laissant de la place. Mais ça a l'air très intéressant. Il n'y a pas de scénario pour l'instant dans Marvel Champions. On est vraiment dans un mode où est-ce qu'on joue de façon coopérative pour vaincre le gros vilain, le gros méchant qui est devant nous. Et je crois que dans le jeu de base, les héros qu'on peut incarner, ils sont écrits juste ici. On a Captain Marvel, on a Spider-Man, Iron Man, Black Panther et finalement Miss Hulk. Et quels sont les méchants qu'on peut affronter? Ça, on a Rhino et on a aussi, je crois, Ultron et peut-être Claw aussi. Je crois qu'il y a seulement 3 vilains qu'on peut affronter là-dedans, mais plusieurs héros quand même. Donc, il y a toute une espèce de différentes façons de jouer avec avec chacun des héros également. On peut le mettre de son côté super-héros, où est-ce qu'il va pouvoir vraiment être étincelant puis faire plein de choses. Mais peut-être aussi qu'on voudrait passer plus inaperçu et préparer le terrain. À ce moment-là, on peut le mettre du côté alter ego, c'est-à-dire qu'au lieu d'incarner Iron Man, on va incarner Tony Stark, l'humain, le personnage, tout simplement, et qu'on va avoir différentes capacités. Alors, Sylvain vous a fait une vidéo pour vous présenter le jeu et également pour vous donner ses premières impressions. Alors, vous irez la voir si ce n'est pas déjà fait. On continue avec, puisqu'on est dans les jeux de cartes, on va continuer dans cette veine avec un jeu de cartes dans un univers qui a occupé beaucoup de mon temps lorsque j'étais dans l'univers du jeu vidéo. Je vous parle de God of War, The Card Game. God of War, le jeu de cartes. Et ça, si je l'ai aujourd'hui reçu, c'est à cause de David, le professeur Board Game, qui m'a fait dépenser pas mal ces derniers temps. Il m'en avait parlé après son voyage à Gen Con. Il avait beaucoup apprécié. J'ai hâte de voir. La critique pour l'instant, c'est que c'est un jeu qui manque légèrement de rejouabilité. Mais j'ai hâte de voir quand même, là, parce que God of War, c'est vraiment un univers dans lequel je me suis plongé pendant de nombreuses heures dans la licence de jeux vidéo. Alors, j'ai bien hâte de voir parce que j'ai regardé quelques petites vidéos, mais j'ai pas encore assez d'informations pour décrire le jeu. Je sais que c'est un jeu coopératif. On va incarner les personnages principaux de la série et on va affronter des espèces de titans. Je crois que ça fonctionne sous forme d'histoire. Alors, on a des boss à battre et on a plusieurs petites rencontres ou c'est pas exactement la bonne traduction, là, des encounters, des espèces de rencontres agressives à gérer entre l'apparition des boss qui sont très difficiles à vaincre. On a un aspect de deck builder aussi, on va devoir créer notre paquet de cartes en cours de partie et tout ça pour essayer de vaincre le gros méchant. Alors voilà pour God of War. On continue avec, il nous reste 3 grosses boîtes quand même. On va commencer avec celle-ci ici. Qui est probablement la plus laide boîte dans tout l'univers du jeu de société. Il s'agit de Food Chain Magnet. Alors, Food Chain Magnet, oulala. Qu'est-ce que je pourrais vous dire à ce sujet? J'y ai déjà joué 2 fois et c'est excellent. C'est un gros jeu. C'est un jeu assez dispendieux également et c'est un jeu qui ne se veut pas être visuellement hallucinant. On est vraiment à l'inverse. On est vraiment dans l'exemple parfait d'un jeu qui mécaniquement et thématiquement roule à 100%. Ça fonctionne, c'est bon. Et l'esthétisme, le visuel du jeu, ça, on a mis ça de côté, pas important. D'ailleurs, une bonne preuve de ça, je vais vous montrer l'arrière de la boîte. Et voilà, on n'a rien du tout. Un simple carton blanc, c'est blanc, tout simplement. On a des informations sur les côtés, mais c'est un jeu dans lequel on va incarner les hauts dirigeants de compagnies émergentes, de fast-food. On devra donc gérer l'offre et la demande, les prix également de nos produits qu'on désire vendre. On devra gérer le stockage, l'entreposage de
de ces aliments-là. On devra gérer également toute la pyramide d'employés qui seront derrière notre entreprise. Alors les CEO, les PDG, les vice-présidents, les chefs exécutifs, les cuistots, les personnes qui s'occupent du ménage, de l'entretien. On a toute une pyramide à construire. Attention, ce n'est pas un jeu de vente pyramidale, c'est pas ce que je suis en train de dire là. Mais c'est un jeu donc de deck building, mais où est-ce qu'on va essayer vraiment de réussir à gérer le mieux notre entreprise. C'est un jeu qui est très agressif, comme dans la vraie vie, hein, la compétition entre les entreprises qui touchent un même secteur. Alors ici, on exclut évidemment le jeu de société, là. Mais ici, on est dans un contexte, dans un univers où est-ce qu'il n'y a pas de place pour l'amitié, il n'y a pas de place pour les amis, il n'y a pas de place pour les bonnes ententes. Si je peux te couper l'herbe sous le pied, je vais le faire parce que sinon, c'est toi qui vas me battre. Alors vraiment, un jeu qui n'est pas pour tout le monde, mais un excellent jeu. On continue avec un jeu qui, pour la première, en fait pas pour la première fois, mais la première fois dont j'en ai entendu parler, c'est à cause de Vince, ou plutôt c'est grâce à Vince. Vince qui avait passé en revue toute la liste des jeux qui allaient être au Gen Con. Moi, je n'avais pas le temps de passer la liste au complet à la loupe. Je regardais surtout les titres intéressants, puis je passais vite sur les titres que je ne connaissais pas. Et Vince, lui, s'est plutôt arrêté sur les titres justement mystérieux et il avait déjà ciblé ce titre-là. Il s'agit de City of the Big Shoulders, un gros jeu de gestion. On est vraiment dans un jeu de style 18XX dans les années 1800, gestion d'usines ou comment on appelle ça déjà, là, des entreprises, si on veut, de l'époque, la main-d'œuvre, l'automatisation, tout ça, les marchés du textile. Et vraiment, ce jeu-là, avant le Gen Con, personne n'en parlait et Vince est allé au kiosque, si on veut, de cette compagnie. On remis une copie à Vince pour qu'il puisse en parler. Et ce jeu-là a vraiment attiré l'attention suite au Gen Con. D'ailleurs, dans un des articles officiels du post-Gen Con, ça a été la découverte de l'événement, le jeu qui avait passé un peu sous le radar, sous le nez de tout le monde, et que finalement, les gens ont fait « Wow, c'est vraiment un jeu qui est très prometteur ». Alors, on est dans les gros jeux de gestion, un peu semblable à Arkwright qui est présentement derrière moi, mais un jeu pour 2 à 4 joueurs. D'ailleurs, je vais préciser un peu, je vais rectifier le tir. Je vous parlais tantôt des différents à combien de joueurs est-ce qu'on pourrait jouer à chacun de ces jeux. Donc si je ne me trompe pas, God of War, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, alors que Food Chain Magnet, ça va être tout un casse-tête de trouver l'information sur cette boîte-là. 2 à 5 joueurs pour Food Chain Magnet. Ici, dans City of the Big Shoulders, on est dans un jeu de 2 à 4 joueurs d'une durée approximative de 2h30 à 3h. Donc, on est vraiment dans les gros jeux épiques. Toute une aventure, on est en train de construire quelque chose. Et Vincent a eu la chance d'y jouer, il avait trouvé ça excellent. J'ai regardé un petit coup d'œil aux composantes, ça a l'air bien. Rien d'extravagant, on a de l'argent en papier. J'ai rien contre l'argent en papier, tout dépendant là, à quel point on doit la manipuler et tout ça. Je sais que dans la boîte de l'extension, on a remplacé cette monnaie-là par de fines tranches de carton. Alors tout le monde semble dire que c'est beaucoup mieux, mais j'ai bien hâte de le découvrir. Et on termine. Où est-ce que je vais mettre ma dernière boîte? Elle est immense. Je pense que je vais tout simplement me débarrasser de la grosse boîte. Ouh là là, très lourd. Il s'agit de Clank Legacy. Alors, ouh là là, on voit absolument rien. Alors, Clank Legacy, est-ce que je suis capable de tenir ça avec un bras? Oui. Alors, Clank Legacy Acquisitions Incorporated. Alors, j'aime beaucoup l'univers de Clank. J'ai le jeu de base, la première édition qui est sortie de Clank dans l'univers avec le dragon, le donjon et tout ça. Et je sais que depuis, il y a 10 millions de versions de Clank qui sont nouvellement disponibles. Et lorsque Clank Legacy a été annoncé, je me suis dit « Ah non, pas un autre Legacy qui va dans la même mode
que les autres et j'étais très sceptique. C'est seulement depuis quelques semaines que ce jeu-là est... En fait, ce jeu-là est toujours resté un peu sur mon radar parce que ça reste Clank, un jeu que j'aime beaucoup. J'aime l'aspect Legacy également habituellement, mais là je commence à être de plus en plus sceptique, ou plutôt prudent. Mais ce qui a changé vraiment mon avis dans les dernières semaines, c'est que les critiques ont commencé à sortir. Et une critique qui m'a vraiment marqué, c'est Tom Vasel, qui est à la tête de Dice Tower, qui a joué une campagne avec Roy et avec Sam également, donc l'équipe de Dice Tower. Et un commentaire qu'ils ont dit, que Tom a dit en fait, qui m'a vraiment marqué, c'est que c'est la première fois, ou l'une des premières fois, que Tom termine une campagne complète de jeu Legacy. Pas parce qu'il est contraint de le faire, mais parce qu'il a envie de le faire, parce qu'il a hâte de voir ce que le jeu réserve, de découvrir les surprises et tout ça. Donc Tom Vasel n'est pas un grand fan des jeux Legacy en temps normal. Il y a plusieurs jeux qu'il mentionnait, qu'il n'a pas terminé les campagnes parce qu'il avait l'impression d'avoir tout vu, tout vécu et que ça ne l'intéressait plus. Mais ici, il mentionne qu'il avait hâte à chaque partie. C'est des parties qui sont quand même assez rapides en plus, donc il avait envie de les enchaîner. Ils ont fait une campagne complète et ça tient la route jusqu'à la fin. Alors ça m'a vraiment convaincu que l'aventure en valait la peine. C'est une grosse boîte, assez lourd, j'ai pas encore regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, mais je commence à avoir mal au bras. Alors voilà, je crois que ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui et je crois que c'est assez. Alors présentement, je me sens un peu envahi, mais heureusement, je viens de m'acheter une nouvelle Kallax pour ranger, une nouvelle étagère pour ranger tous ces jeux et me sentir un peu moins claustrophobe, un peu moins à l'étroit. Maintenant, c'est à vous de jouer en me laissant des commentaires sous la vidéo. Lequel de ces titres vous intrigue ou vous intéresse le plus? Est-ce qu'il s'agit de Clank Legacy? Est-ce qu'il s'agit davantage de God of War, le jeu de cartes? Est-ce qu'il s'agit des bandes dessinées dont vous êtes le héros, dont je vous ai parlé un peu plus tôt? Peut-être est-ce qu'il s'agit plutôt de Food Chain Magnet, ce jeu mystérieux avec un visuel à l'en faire vomir plus d'un? Alors laissez-moi des commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un pouce vers le haut, vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.